Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui au menu, on va parler course à pied. On va voir quelles sont les 5 erreurs à éviter si l'on veut progresser sans se blesser et atteindre ses objectifs dans cette discipline. C'est parti. Mais avant de démarrer, petit plaidoyer en faveur de la course à pied. Peut-être vous qui me regardez, c'est une discipline que vous n'aimez pas, vous n'en voyez pas l'intérêt. Je vais essayer de vous donner quelques arguments pour vous prouver que vous avez tort. Tout d'abord, sachez que d'un point de vue physiologique, vous êtes fait pour courir. Si on se compare un petit peu aux autres espèces vivantes terrestres, on n'est pas très fort, on n'est pas très rapide, on saute pas très haut. Par contre, là où on va tirer notre épingle du jeu, c'est sur la course de fond. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'évolution, on est devenu bipède et notre corps s'est adapté à l'effort de course. Nos pieds sont devenus à la fois forts et souples, dotés d'orteils courts, beaucoup plus courts que nos doigts, pour pouvoir résister aux impacts au sol sans casser. On s'est doté également d'un muscle fessier assez proéminent, si on le compare à nos cousins primates les plus proches. Et ça nous permet en course de pouvoir bien stabiliser notre bassin. Et enfin, notre plus grand avantage, je dirais, c'est celui de savoir réguler très efficacement notre température corporelle lors d'un effort très long comme la course, grâce à la transpiration. Donc voilà, d'un point de vue génétique, sachez que vous êtes des coureurs nés. Au-delà de ça, la course à pied, c'est un sport qui offre beaucoup d'avantages. C'est peu onéreux, ça réclame peu de matériel, on peut le pratiquer partout. Aujourd'hui, avec les salles fermées, c'est vraiment un avantage, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Et bien sûr, ça permet de conserver une forme physique globale de bonne qualité. On va renforcer le système cardiovasculaire, le système respiratoire, ça permet de contrôler son poids. On va renforcer la densité osseuse, voire même l'augmenter. Et on va également renforcer les muscles du membre inférieur. Bien sûr, tout ça, si on respecte un principe très important, celui de la progressivité dans l'entraînement. C'est ce qui m'amène à la première grande erreur que je vois souvent, c'est de vouloir partir trop fort. Alors quand je parle de partir trop fort, je pense en fait à deux types de coureurs. On a le coureur débutant, également le coureur en reprise, qui avait peut-être un bon niveau, qui s'est blessé et qui reprend l'entraînement, qui eux ont tendance à partir trop fort sur leur première séance. Et donc ça engendre souvent des petites blessures, des pépins physiques. Et on a le coureur plus expérimenté qui, lui, part trop fort à l'échelle de sa séance. Que ce soit une séance longue ou une séance qualitative d'intensité, il ne va pas prendre le temps 10 à 15 minutes pour s'échauffer. Donc, pour la première catégorie, ce que je recommande, lorsqu'on est en reprise ou lorsque l'on débute, on ne pense pas tout de suite à vouloir se mettre dans le rouge, surtout quand on débute ou qu'on ne connaît pas beaucoup ses capacités, on ne connaît pas beaucoup son corps. Donc, ma recommandation, c'est de courir en endurance fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allure facile à laquelle vous êtes capable de discuter. Vous êtes en aisance respiratoire. Et donc, pendant 2 à 4 semaines, on se fait des sorties cool de 30, allez, 45 minutes maximum, qu'on espace d'un jour ou deux, 2 à 3 séances par semaine, histoire que le corps se réadapte à l'effort de course, parce que la course à pied, c'est un sport impactant, ça va nécessiter aux tendons, aux muscles et au système articulaire de se réadapter à ces impacts. Donc on prend le temps, 2 à 4 semaines, en endurance fondamentale. Pour le coureur expérimenté qui lui part trop fort au début de ses séances, ce que je recommande, c'est toujours 10, voire même des fois 20 minutes d'échauffement. On fait monter le cardio, on fait monter la température corporelle, les muscles et les tendons sont prêts au travail. Donc, pareil, on démarre en endurance fondamentale sur 10 minutes. Et ensuite, moi, ce que je recommande, c'est de faire quelques gammes. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie de faire des montées de genoux pour les quadriceps, talons-fesses pour les ischios, un petit peu pour chauffer les adducteurs, un petit peu de pas chassé. Bref, des mouvements qui vont mettre tous les muscles des membres inférieurs en alerte, prêts à travailler. Donc pensez à bien respecter ce principe de progressivité dans l'entraînement, surtout j'insiste, hein, si vous êtes débutant ou en reprise. Après le coureur plus expérimenté se connaît un petit peu mieux. Mais vraiment, si on veut éviter de se blesser et avoir une progression continue dans sa discipline, il faut vraiment prendre soin de son corps, démarrer doucement. La deuxième erreur assez commune, c'est le manque de variété dans l'entraînement. Ce que je vois souvent, c'est des coureurs qui font le même parcours
à la même vitesse, toujours les mêmes intensités. Alors sachez que même ce genre d'entraînement a déjà ses avantages. Je parlais tout à l'heure de renforcement musculaire, de densité osseuse. On va également créer ce qu'on appelle des capillaires sanguins, de nouveaux capillaires sanguins autour du muscle. Même à faible allure, le muscle réclame davantage d'oxygène, le corps s'adapte, il crée des capillaires qui s'agglomèrent autour du muscle et qui permet d'amener un peu plus d'oxygène. Donc, avantage même à allure très réduite, même sur un entraînement qui est toujours le même. Maintenant, si on veut progresser, si on veut vraiment franchir un cap en course à pied, il va falloir apporter de la variété. On retrouve deux grands types d'entraînement en course à pied. Le premier format, c'est le format dit continu. On va travailler sur des distances ou des temps assez longs, à des allures relativement modérées. Et l'objectif là-dessus, ça va être de travailler sur la capacité aérobie. Je reviendrai sur les termes techniques juste après. On a à côté de ça l'entraînement dit intermittent ou intervalle. On va travailler à des allures beaucoup plus importantes sur des temps ou des distances relativement courtes. Et l'objectif là-dessus, ça va être de travailler sur la puissance aérobie. À côté de ces deux grands types d'entraînement, on retrouve le sprint. L'objectif là-dessus, vitesse pure ou simplement explosivité. Et un autre terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le fartlex, qui signifie jeu d'allure en suédois. Comme son nom l'indique, là-dessus, on va faire varier les allures sans trop regarder le chrono, sans trop regarder la fréquence cardiaque, simplement à la sensation. Et moi, ce que je vous invite particulièrement à faire lorsque vous vous intéressez à la course à pied, si vous voulez atteindre un bon niveau, c'est du renforcement musculaire. Alors bien sûr, au niveau du membre inférieur, pour préserver les articulations, renforcer, on en parlait tout à l'heure, de la densité osseuse. Sachez que les muscles agissent un petit peu comme des étaux auprès des muscles, donc plus on va être musclé, plus la densité va être importante. Bien sûr, petite parenthèse, en course à pied, ça ne sert à rien d'être trop volumineux, ça va être de la charge en plus à transporter et les muscles sont très énergivores, donc c'est pour ça que la plupart du temps, les coureurs, vous les voyez plutôt secs. Et au-delà donc du renforcement du membre inférieur, je vous invite à avoir un bon gainage, renforcer également le haut du corps. Ça permet de maintenir une bonne posture de course, d'être plus efficace au niveau de la respiration et d'être aussi très efficace au niveau de la foulée. Sachez que même certains marathoniens, donc vous voyez le genre de morphotype très très sec, travaillent en force au niveau des jambes pour pouvoir avoir un muscle raide qui renvoie beaucoup d'énergie et une foulée qu'ils conservent la plus efficace possible, même sur des temps longs, des temps de marathon. Donc voilà, on pense bien à varier son entraînement. La troisième erreur qui peut vous empêcher de progresser en course à pied, c'est le manque de connaissances théoriques. Alors je suis le premier à dire que parfois il faut laisser la théorie de côté, enlever les gadgets, les montres, courir à la sensation, se faire plaisir en course. Néanmoins, si on veut progresser dans cette discipline, c'est important de connaître quelques valeurs incontournables. Et la première à connaître, c'est ce qu'on appelle la VMA. Comprenez par là vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse à laquelle votre consommation d'oxygène va être la plus importante. Et cette valeur, c'est une valeur de référence pour pouvoir se créer des plans d'entraînement et de savoir dans quelle zone d'intensité on travaille. Donc, faire un travail précis et rigoureux pour pouvoir vraiment progresser intelligemment. Cette valeur de VMA, alors comment on l'obtient déjà? Eh bien, le moyen le plus sûr, c'est de faire un test d'effort en laboratoire. Mais à côté de ça, on a pas mal de tests à réaliser sur piste avec des formules par rapport à la distance et au temps que vous aurez fait. Je vous en parlerai juste après. Corrélé à cette VMA, on a ce qu'on appelle le VO2 max. Là, on va parler sensiblement de la même chose, sauf que le VO2 max, on va l'exprimer en volume. En volume d'oxygène en millilitres par minute par kilo. On peut passer facilement de la VMA au VO2 max. Par exemple, votre VMA est de 15 km/h, vitesse à laquelle vous consommez le maximum d'oxygène. Pour connaître votre VO2, vous multipliez simplement par 3,5 et pour passer donc du VO2 à la VMA, on divise par 3,5. Donc 15 km/h de VMA, ça vous donne à peu près 52 de VO2 max. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, sur des plans d'entraînement sur Internet, on va vous parler de travail à la VO2 max en pourcentage de VO2 max ou de pourcentage de VMA.
Donc sachez que c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Pour bien comprendre l'intérêt de cette valeur de référence, j'ai créé un petit tableau que je vais commenter avec vous pour essayer de vous éclaircir et vous montrer à quel point cette valeur est importante. Je parlais donc juste avant des tests pour obtenir la VMA. Celui que je conseillerais à un coureur déjà averti, c'est le test demi-Cooper. Celui-là, il se réalise plutôt sur piste. L'objectif, c'est en 6 minutes de faire la plus grande distance possible. Et lorsqu'on a cette distance, on la divise par 100 et on obtient sa VMA. Par exemple, j'ai réalisé en 6 minutes 1500 mètres, divisé par 100, 15. Ma VMA est de 15 km/h. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir déjà un petit bagage au niveau course à pied, de se connaître un petit peu. Si vous êtes débutant, il y a un test qu'on peut réaliser au club, un test qu'on dit sous-maximal, donc qui ne va pas vous pousser à des intensités trop élevées. On peut le réaliser sur vélo et lui, il est très bien aussi pour estimer théoriquement votre VMA. Intéressons-nous maintenant au tableau. Donc grâce à la référence de la VMA, on va savoir dans quelle zone d'intensité on travaille en fonction de son allure. Et ces zones, elles vont avoir des effets différents sur notre organisme. Si on regarde déjà la colonne de gauche, je vous ai noté deux grandes filières énergétiques qu'on appelle aérobie et anaérobie. En gros, dans la première, c'est principalement l'oxygène qui va permettre aux muscles d'effectuer le travail demandé. Dans la filière anaérobie, là, ça va être d'autres substrats dont on va avoir besoin pour réaliser l'effort. On retrouve différents types ou zones d'intensité dans ces deux filières. D'abord dans la filière aérobie, donc en bleu clair, là on se retrouve dans une zone d'endurance fondamentale. C'est celle qui va intéresser le coureur débutant, le coureur en reprise. Théoriquement, c'est une allure qu'on peut tenir plusieurs heures. Ensuite, en vert clair et en jaune, on rentre dans ce qu'on appelle la capacité aérobie. Là, l'objectif dans cette zone, c'est d'améliorer sa capacité à capter l'oxygène. Schématiquement, on imagine qu'on augmente la capacité des réservoirs en oxygène. C'est dans ces zones qu'on va pratiquer l'entraînement en continu dont je vous parlais juste avant et ce qu'on appelle les sorties longues. On est en gros ici dans l'allure d'un marathon. Au-dessus, on a les zones de puissance aérobie. Ici, l'objectif lorsqu'on travaille dans ces zones, c'est d'augmenter le débit de circulation de l'oxygène dans le corps. Concrètement, on gonfle un petit peu la puissance du moteur. Et c'est aussi dans cette zone qu'on va pouvoir travailler à augmenter sa VMA. Ce sont les zones qu'on va utiliser pour le travail d'intervalles courts et intervalles longs. On ne va pas pouvoir être en continu dans ces zones, l'intensité est trop importante. Entre la zone jaune et la zone orange, c'est à peu près l'allure qu'on va utiliser au semi-marathon. Et entre la orange et la rouge, c'est à peu près l'allure qu'on va retrouver aux 10 km. Sachez, pour info, que la VMA, on est capable de la tenir théoriquement entre 2 et 9 minutes. 9 minutes, c'est vraiment pour les champions. En écarlate, ensuite, on est dans ce qu'on appelle l'anaérobie lactique. Là, on est dans les entraînements supramaximaux. On parle de lactique parce que c'est des allures où on va sécréter des lactates qui sont une forme de déchets, pas seulement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Mais l'objectif du travail dans cette zone, c'est également l'augmentation de la VMA et la capacité de résistance à la lactémie. Ce sont vraiment des efforts assez violents, assez douloureux. C'est type 400, 800, 1500 mètres. On est vraiment dans la zone de travail la plus dure. Et enfin, au-dessus, on est en anaérobie alactique. Là, c'est l'effort de sprint. En fait, il y a très peu de présence d'oxygène. C'est des efforts qu'on peut fournir quasiment en apnée, sur un temps vraiment très court. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui aurait une VMA de 15 km/h, en endurance fondamentale, il va se trouver entre 7,5 et 9 km/h, en capacité aérobie entre 9 et 12, en puissance de 12 à 15 et en anaérobie lactique entre 13,5 voire 22,5 pour vous montrer à quel point ça peut être dur en lactique. Et en anaérobie alactique, bon là c'est des vitesses de sprint, donc ça va être aux capacités musculaires de l'individu. L'autre outil qui peut être intéressant au-delà de la valeur VMA en course à pied, c'est de connaître ses fréquences cardiaques. Alors les fréquences cardiaques maximales, de repos et de réserve. La fréquence cardiaque maximale, comment on l'obtient? Soit à l'issue d'un test d'effort ou d'un test pour connaître sa VMA, on est à peu près dessus. Ou théoriquement, plus facile, il y a une formule. Alors, c'est pas le 220 moins l'âge, celle-là, elle n'est pas très précise. La plus précise, c'est le 191,5
multiplié par 0,007 fois l'âge au carré. Celle-là, vous pouvez être sûr qu'on s'approche théoriquement de votre fréquence cardiaque maximale. Fréquence cardiaque maintenant de repos. Alors, soit vous avez un cardiofréquence-mètre, même si vous n'en avez pas, c'est possible de l'obtenir. Vous vous allongez dans le canapé, 1 à 2 minutes vraiment en relâchement complet, ou le matin, c'est encore mieux, à la sortie du lit, on reste allongé. On met son cardiofréquence-mètre, ou simplement on vient tâter le pouls, et vous obtiendrez donc sur la minute votre fréquence cardiaque de repos, votre fréquence cardiaque minimale. Et enfin, qu'est-ce que la fréquence cardiaque de réserve? C'est la soustraction, la différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque de repos. Et c'est grâce à cette fréquence cardiaque de réserve qu'on va pouvoir se programmer un plan d'entraînement. Comme avec la VMA, on va travailler sur des pourcentages de fréquence cardiaque de réserve pour savoir dans quelle zone d'intensité on travaille. Pourquoi la notion de fréquence cardiaque de réserve va être importante? Faisons un petit peu de maths, on va utiliser un exemple d'un coureur de 40 ans qui a une fréquence cardiaque de repos de 50 pulsations à la minute. Sa fréquence cardiaque maximale théorique, avec la formule, elle est à peu près de 180. Il voit sur internet un plan d'entraînement, on lui invite à courir à 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc lui, à juste titre, il va se placer à 135 pulsations minutes pendant son entraînement. En faisant ça, en fait, c'est comme considérer qu'à 0% de sa fréquence cardiaque maximale, il est à 0 pulsation. Ce qui est faux parce qu'il est à 50. S'il est à 0, ça veut dire qu'il est très mal. Il n'y a pas de relation linéaire entre pourcentage de fréquence cardiaque et les pulsations. Donc là où la fréquence cardiaque de réserve va être une notion intéressante, c'est qu'elle va prendre en considération la fréquence cardiaque de repos et donc en fait toute l'amplitude cardiaque de notre coureur. Donc le calcul qui va être intéressant pour lui, c'est d'appliquer les 75% à la fréquence cardiaque de réserve, donc ici 130, auquel il doit ajouter la fréquence cardiaque de repos. Donc sa cible sur son entraînement à 75% de sa fréquence cardiaque maximale, ça va être 147 pulsations minutes. Alors, VMA ou fréquence cardiaque à utiliser à l'entraînement? Eh bien, je dirais la VMA pour le travail d'intervalle court et long et la fréquence cardiaque pour le travail en continu ou en montée. Si on part par exemple sur une séance de type 30-30, le cœur ne va pas monter tout de suite très haut au niveau des pulsations. Il va lui falloir plusieurs passages et en plus de ça, il ne va pas répondre instantanément au changement d'allure. Il sera encore très haut pendant qu'on est en phase de récupération et alors qu'il sera en train de descendre lorsqu'on repartira sur une nouvelle série. C'est ce qu'on appelle la dérive pulsative. Donc là, la vitesse, la VMA, va être un outil beaucoup plus judicieux pour ce type d'effort. A l'inverse, sur des distances longues, les pulsations auront le temps de se caler à l'allure du coureur. Donc là, travail à la fréquence cardiaque va être vraiment intéressant. Pareil pour le travail en côte, on ne pourra pas aller chercher des vitesses qu'on utilise habituellement sur le plat et on mesurera donc l'intensité avec la fréquence cardiaque. Quatrième erreur, négliger la récupération. Donc bien penser que la récupération fait partie intégrante de l'entraînement. On ne néglige pas le sommeil. Sommeil de qualité égale récupération de qualité. On répare les dommages liés aux efforts. Alimentation riche et variée. On pense les 3 macronutriments, lipides, glucides, protéines. Les micronutriments, minéraux, vitamines contenus principalement dans les fruits et les légumes. Et on apporte également des eaux gazeuses riches en minéraux. Autre aspect important de la récupération, les étirements. Alors là-dessus, il y a beaucoup de débats, il n'y a pas vraiment de consensus par rapport aux étirements. La seule chose que je peux vous recommander, qui a été prouvée par différentes études, c'est d'éviter des étirements trop longs avant l'effort. C'est important que le muscle garde une certaine raideur pour restituer de l'énergie au sol, notamment les mollets, donc ça ne sert à rien d'étirer plus de 2 minutes un groupe musculaire du membre inférieur avant d'aller courir, avant une compétition. Ça va être plus néfaste qu'autre chose. En ce qui concerne les étirements post-effort, ça va dépendre de chaque individu. Certains vont aimer s'étirer, d'autres ne s'étirent jamais après l'effort. Ce qui se passe concrètement, c'est qu'après l'effort, votre muscle a rétréci. L'étirer, moi ce que je vous conseillerais, c'est de l'étirer entre 15-30 secondes maximum, simplement pour qu'il retrouve sa forme d'origine.
Sachez cependant que vous aurez beau vous étirer, ça va pas vous enlever les courbatures, hein, ça n'a rien à voir. Les courbatures, c'est des micro-lésions qui vont s'opérer au sein du muscle. Donc parfois même, il n'est pas intéressant de venir trop étirer un muscle qui a beaucoup travaillé. Ce que je vous invite donc à faire, c'est penser à des étirements sur tous les groupes musculaires du membre inférieur, mais des étirements assez courts en termes de temps. Cinquième et dernière erreur, si l'on veut progresser en course à pied, ne pas faire que de la course à pied. Et oui, c'est important de pratiquer ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Pourquoi? Comme je le disais un peu plus tôt, la course à pied, c'est un sport très impactant. Alors on a beau être très entraîné, bien sûr, on aura une densité osseuse plus importante, des muscles forts. Néanmoins, on est sûr d'arriver à terme à beaucoup d'usure, à de la fatigue musculaire, à de la fatigue articulaire. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de courir et de mêler ça à des sports non impactants comme le vélo, la natation, qui vont permettre aux muscles et aux articulations de se régénérer en profondeur. Donc l'entraînement croisé, c'est vraiment un allié de poids pour la progression en course à pied. Qui veut aller loin ménage sa monture, ça c'est un adage qui prévaut lorsqu'on court. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voyez d'autres erreurs. Ma liste n'est pas exhaustive, bien sûr il peut y en avoir d'autres. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je souhaite de vous revoir rapidement au club et je vous dis à bientôt peut-être sur une prochaine vidéo. Bye bye!